Nous allons maintenant donner la parole à Laurent Bolaton de l'Agence française pour la biodiversité. Donc on peut dire que vous êtes titulaire d'un doctorat en écologie, que vous êtes à l'AFB depuis 2007 sur des missions de recherche sur les poissons migrateurs tout d'abord, et depuis le 2013 vous dirigez un pôle de recherche sur les migrateurs qui rassemble des personnels de l'AFB, de l'INRA, d'Agrocampus Ouest et de l'Université de Pau. Et vous allez nous parler de la lamproie, puisque vous avez épluché toutes les toutes les études les plus récentes pour nous dire où en sont les stocks, les peuplements, les pêcheries. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de l'anguille européenne au niveau international et au niveau national. Pour vous donner un peu la situation de l'espèce et la manière dont on évalue ces populations, cette espèce. Il y a un groupe international dont vous avez là l'acronyme, qui veut dire groupe de travail sur l'anguille en anglais, Working Open Eel, qui rassemble en fait, qui est un groupe conjoint de 3 organismes différents, dont vous avez là les États membres. Donc le CUM, Conseil international pour l'exploration de la mer, donc c'est la carte que vous avez en haut à droite. La SECPAI, Commission européenne consultative pour les pêches et l'aquaculture intérieure, ainsi que la Commission générale des pêches de Méditerranée, donc qui est concentrée sur la Méditerranée. Donc vous avez là les États membres de chacun de ces organisations, et donc à eux 3, ça couvre l'ensemble des pays de l'aire de répartition de l'anguille européenne. Et donc il y a un groupe conjoint de ces 3 organisations spécifiques sur l'anguille, et c'est ce groupe-là qui donne les informations et les avis sur l'état européen de l'anguille, enfin l'état de l'espèce. Donc il y a un groupe de travail par an qui se réunit. Je vous ai donné là l'adresse du site internet sur lequel vous pourrez trouver les rapports. Alors à peu près un par an, des fois il y en a 2, des fois il n'y en a pas, mais bon, on va dire en moyenne c'est un par an. À l'intérieur de ce rapport qui est international, il y a aussi des rapports par pays qui sont produits plus ou moins chaque année. Donc ça permet aussi d'avoir une idée assez précise de ce que les autres pays font. Au cours de ces groupes, on y travaille en sous-groupe et en plénière, et c'est cet avis-là qui sert de base à l'avis officiel du CUM. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le CUM est l'organe scientifique qui donne notamment les avis pour la politique commune des pêches pour la Commission européenne. Donc c'est eux qui donnent les avis sur les stocks de cabillaud, de merlu, etc. et donc de l'anguille. Et puis on a un certain nombre de groupes qui dépendent ou qui sont reliés à ce groupe de travail sur l'anguille, qui vont aller faire des petits focus sur certains points particuliers, en général en lien avec la gestion. Vous voyez, il y a par exemple des groupes sur le repeuplement, sur l'application de la Convention de Washington de la CITES pour l'anguille, et sur la manière d'évaluer l'état des populations et l'application du règlement européen. Et puis dernièrement, on a fait particulièrement des sous-groupes sur la manière d'agréger les données au niveau international. Hop, pardon, excusez-moi. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans le rapport de ce groupe? Qu'est-ce qu'on y fait? Au premier chef, on essaye de dresser l'état des stocks de l'anguille à travers un certain nombre d'indicateurs de recrutement, de biomasse, l'état des impacts anthropiques que subissent ces espèces. On compile notamment chaque année les captures au niveau international ainsi que les données d'aquaculture, et puis plus ponctuellement un certain nombre d'autres données. On fait des revues des méthodes de suivi et d'évaluation, des revues sur la biologie de l'espèce, puisque c'est un domaine assez actif, et puis les dernières avancées scientifiques qui ne sont pas regroupées sur l'une de ces 4 autres catégories. Donc je vais faire un zoom sur ce qui concerne plus particulièrement l'état des stocks et la manière dont c'est évalué au niveau international. Le principal indicateur, celui sur lequel finalement tous les avis sont basés, c'est l'indicateur de recrutement. Donc ce qu'on appelle le recrutement, c'est les arrivées de juvéniles sur nos côtes, en particulier de civelles. La carte que vous avez là sur la gauche, chaque point représente un suivi de plus de 10 ans, puisque c'est notre critère
pour pouvoir l'intégrer au suivi international. La couleur des points représentant, alors pour les gris, enfin les pâles, là, c'est les suivis vraiment de civelles, et les oranges, c'est plutôt des suivis anguilles jaunes. Et donc, on compile la série que vous avez sur la droite, là, qui donne les arrivées de civelles en Europe depuis les années 1960. Et donc, vous voyez que la situation n'est pas très joyeuse, avec une chute assez forte depuis les années 80. Et on est actuellement autour de 10% de ce qui arrivait dans ces années-là, 60-70. Et donc, le petit encart que vous avez en haut à droite, c'est pour vous faire un zoom sur la période la plus récente, et notamment l'amélioration qu'on a pu avoir depuis les années 2012. Qui, quand on zoome comme ça, a l'air assez impressionnante, et puis quand on met en relatif sur toute la période, est un peu moins spectaculaire. Mais bon, c'est toujours bon, les bonnes nouvelles sont toujours bonnes à prendre, même si on pourrait sans doute faire beaucoup mieux. Et donc, c'est sur cette base-là que l'anguille a été classée en danger critique d'extinction par l'UICN. Il y a un règlement européen que vous connaissez sur l'anguille aussi, et puis l'anguille classée à l'annexe 2 de la Convention de Washington, aussi appelée CITES, qui régule le commerce international des espèces protégées. C'est notamment cette convention-là qui régule le commerce d'ivoire, par exemple, d'éléphants. On en arrive à l'avis du CUM lui-même, dont je vous ai mis là deux extraits, ainsi que le tableau standard qui est fait pour tous les stocks examinés par le CUM. Donc l'avis du CM est que toutes les sources de mortalité anthropique doivent être réduites au plus près possible de zéro. C'est ce qui est en termes polis, il faut arrêter toute source de mortalité. Donc là, c'est l'avis 2019 qui est sorti il y a quelques jours. Enfin non, c'est l'avis 2018, pardon. Mais l'avis 2019 est sorti il y a quelques jours, et il est identique. Ils ont simplement changé 2019 en 2020. Et donc le statut reste critique. Et puis le petit tableau est le tableau standard de l'état des stocks. Vous voyez, il y a beaucoup de points d'interrogation, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur l'anguille. Et puis il y a ces petites croix rouges là, qui signifie que vraisemblablement l'anguille est en dessous de toutes les limites de sécurité biologique, qui est le jargon CUM pour dire que les choses vont mal. Maintenant, l'autre question est comment on évalue la biomasse d'anguilles argentées, donc la quantité d'anguilles qui vont rejoindre les mers des Sargasses pour aller se reproduire. Donc il y a différentes méthodes qui sont utilisées au niveau européen. Donc là, je vous ai fait la liste d'à peu près toutes les méthodes qui existent, et en face, les pays qui les utilisent. Je vous ferai aujourd'hui deux zooms de situations assez contrastées en Suède, et puis bien sûr sur la France, qui me permettra de parler aussi de l'État en France. Globalement, les méthodes on peut les ranger en trois catégories. Des estimations directes par capture, marquage, recapture sur des pêcheries d'anguilles argentées, c'est le cas dans deux pays. À l'autre bout, des extrapolations à partir d'échappements connus. Donc là, on connaît quelques données sur quelques rivières, et c'est extrapolé à l'ensemble du pays, c'est le cas pour Danemark et l'Irlande. Et puis le gros qui est basé sur des modèles qu'on peut qualifier de dynamique de population. Et donc c'est là où je vais montrer deux exemples. On va commencer par la France. Donc c'est un modèle qu'on a développé avec d'autres collègues. L'idée étant que autant c'est compliqué de suivre les 1200 bassins et les anguilles argentées sur ces 1200 bassins, autant on a tout un tas de données sur les stades, qui est le stade précédent sur l'anguille jaune, à travers les réseaux de pêche électrique. Et donc c'est la carte que vous avez en haut à gauche, c'est toutes les données, toutes les stations de pêche électrique qu'on utilise, qui sont soit des stations opérées directement par les collègues de l'AFB, j'en vois quelques-uns dans la salle, notamment au titre de la directive 4 sur l'eau, et il y a aussi un certain nombre de stations opérées par d'autres opérateurs, notamment des stations migrateurs, qui elles vont être plus spécifiques sur l'anguille en général. Donc c'est la donnée de base sur l'anguille qu'on utilise, et puis on couple ça avec des données sur l'environnement au sens large que connaît l'anguille en France, et c'est la petite carte qui est juste en dessous à gauche qui représente ça, où on va combiner tout un tas de variables, des variables naturelles, par exemple la distance à la mer. Plus on est loin de la mer, plus on s'attend à ce qu'il y ait moins d'anguilles, mais aussi les obstacles à la migration, puisqu'on sait que ça peut être un frein justement à la migration des anguilles.
Et donc la carte que vous avez là est la résultante de ces deux variables-là. Plus c'est vert, plus c'est entre guillemets facile pour l'anguille, et puis plus c'est rouge, plus c'est compliqué. Et puis ça nous permet, en combinant toutes ces informations à travers un modèle que je ne détaille pas là, d'obtenir des cartes comme vous avez sur la droite qui donnent la densité d'anguilles jaunes en nombre d'anguilles par 100 mètres carrés. Et donc là, plus c'est rouge, plus il y a des densités importantes d'anguilles. Et puis plus c'est bleu pour finir dans les blancs, moins il y a d'anguilles, voire il n'y a plus du tout d'anguilles dans les zones vraiment blanches-grises là. À partir de ça, ça nous donne une estimation de population qu'on convertit en nombre d'anguilles argentées. Et c'est le graphique que vous avez sur la gauche qui donne une estimation sur la base de ce modèle du nombre d'anguilles argentées qui quittent les zones là, qui sont cartographiées de la carte précédente. Et vous voyez qu'on était historiquement, alors historiquement c'est dans les années 90, au-delà de 4 jusqu'à 5 millions d'anguilles argentées, c'était notre estimation, et maintenant on est à un peu moins de 2 millions d'anguilles argentées à travers ce modèle-là. Donc ce modèle s'appelle EDA, Yield Density Analysis. Mais en fait, l'un des soucis avec ce modèle, c'est que c'est basé sur les pêches électriques, sur le réseau hydrographique, et donc ça ne couvre que les milieux qui sont cartographiés, qui sont pêchés, qui ne sont pas l'intégralité des milieux, des habitats colonisés par l'anguille. Et donc on a essayé de faire une estimation des autres milieux. Et donc c'est ce que vous avez, les petits graphiques en barre sur la droite. Non, ça ne marche pas le laser, peu importe. Donc la première partie, c'est les surfaces en eau représentées. Donc les rivières, finalement, c'est quand même une grosse partie de l'habitat en termes de surface, avec également les autres milieux salés. Et par contre, quand on arrive en termes de nombre d'anguilles, donc toujours à partir de ces estimations, vous voyez que la partie la plus dominante est quand même les lagunes méditerranéennes. Donc vous êtes bien placé dans la région pour savoir ce que c'est. Donc je ne vous fais pas un schéma. Que ce soit en nombre d'anguilles argentées ou en biomasse totale, même si là, en biomasse totale, la partie sur les rivières rejoint un peu cette partie lagune. Et puis le dernier graphique que je vous ai mis en bas, j'aurais dû en parler avant, mais ce n'est pas grave. Je vous ai dit que c'était un modèle EDA. Un modèle peut parfois dire n'importe quoi, donc on s'est assuré, et c'est le graphique que vous avez en droite, que sur les rivières sur lesquelles on mesurait réellement les anguilles argentées qui s'échappaient, le modèle prédisait des choses pas trop loin de la réalité, ce qui est à peu près le cas. On pourra pinailler sur quelques sites, mais si vous avez des questions, j'y reviendrai. Donc ça, c'est la manière dont on procède en France. Donc pour résumer, on parle des données de pêche électrique et puis on estime la population à partir de ça avec un modèle qui extrapole ces données à l'ensemble du pays. Les Suédois ont une approche relativement différente qui est liée aussi à leur contexte local. Donc là, je parle de l'estimation faite par les collègues à l'intérieur de la Suède, puisqu'ils font aussi une estimation en mer Baltique. Donc là, c'est vraiment la partie eau douce. Et eux, en fait, partent du recrutement. Donc, qui peut prendre deux formes. Soit c'est le recrutement naturel, ils ont un certain nombre de stations de suivi du recrutement naturel, soit ils ont une source importante de recrutement, on va dire, qui est le repeuplement. Et donc, c'est le graphique que vous avez tout en haut, là, qui représente la part relative de civelles en Suède en fonction de leur origine. Et vous voyez que les dernières années, c'est quasi exclusivement lié au repeuplement, le recrutement s'étant, comme partout ailleurs, complètement effondré. Donc ils partent de cette estimation, ou plutôt pour ce qui concerne le repeuplement, ce qu'ils ont mis, donc là ils le connaissent de manière relativement exacte. Il y a derrière un modèle de productivité avec un certain nombre d'hypothèses sur la mortalité naturelle. Et ils arrivent à un nombre d'anguilles argentées duquel ils enlèvent ce qui va mourir dans les turbines, puisqu'ils ont eu la mauvaise idée de repeupler en amont d'un certain nombre de turbines. Et puis il y a une petite part de pêcherie aussi. Et donc on arrive au graphique que vous avez en bas. Donc escapement, ça veut dire l'échappement en anglais. Donc ça, c'est ce qui repart à la mer, avec la petite partie en bleu, la trap and transport, qui sont les anguilles qui vont être pêchées en amont des barrages et transportées vers la mer. Donc ça, c'est la partie verte. Donc ça, c'est celles qui vont pouvoir aller se reproduire si elles arrivent à arriver jusqu'à la mer des Sargasses. Et puis la partie rouge, c'est ce qui meurt dans les turbines, et la partie bleue, c'est ce qui meurt dans la pêcherie. Donc là, il y a une approche différente. On parle des civelles. Et puis on fait un certain nombre d'hypothèses pour arriver jusqu'au nombre d'anguilles argentées, et on défalque les mortalités au stade d'anguilles argentées.
Donc là, je vous donne un panorama des estimations qui sont faites avec tous ces modèles. Donc, vous voyez, c'est des modèles relativement différents d'un pays à l'autre, hein, qui est basé sur les données disponibles, mais aussi sur la manière dont c'est géré dans chacun de ces pays, avec parfois même à l'intérieur des pays des choses assez différentes qui sont faites. Vous avez là 3 indicateurs. Je suis désolé, je l'ai laissé dans le jargon habituel. Ce qu'il faut retenir, c'est le jaune, c'est l'échappement actuel. Donc et là je vous l'ai mis en densité, c'est en nombre de kilos d'anguilles argentées par hectare, ce qui permet de relativiser les densités respectives de chacun des pays, parce que bien sûr quand on a un grand pays comme la France qu'on veut comparer avec un pays de surface moins importante comme l'Estonie ou la Lituanie, ça peut être un peu compliqué si on met sur le même graphique. Et puis, j'ai passé rapidement sur la rouge. La bleue, c'est ce qu'on considère comme étant la biomasse pristine, c'est-à-dire celle sans l'impact de l'homme. Donc, vous voyez, quand on fait la différence pour un pays entre le jaune et le bleu, on est parfois très très loin de là où on devrait être, avec tout un tas de biais méthodologiques à ces estimations-là. Vous voyez que la France, dans ces courbes-là, est d'un des pays, si ce n'est le pays, si on accepte la Norvège, sur lesquels on a les plus fortes estimations d'anguilles argentées, même si c'est loin de ce que c'était par le passé. Et puis là, j'ai fait un petit exercice qui était de comparer ces données d'estimation d'échappement avec les captures telles qu'on les connaît au niveau européen. Déclarés par chacun de ces pays. Donc globalement, à l'échelle de ces pays-là, l'estimation, c'est de l'ordre de 17 000 tonnes d'anguilles argentées qui s'échappent. Et si on ne regarde que les données dont on dispose, qui sont loin d'être complètes sur ces pays-là, sur le stade anguille jaune et anguille argentée, uniquement les pêcheries commerciales, donc sans les pêcheries récréatives qui peuvent être importantes, c'est de l'ordre de 2500 tonnes. Et vous voyez que pour certains pays, les captures, là, ce qui est sur les barres rouges, je les ai mis en pourcentage de l'échappement. Vous voyez, il y a certains pays qui pêchent plus que ce qui s'échappe, ce qui n'est jamais un très bon signe. Donc vous avez vu qu'il y a tout un tas de méthodes différentes qui sont employées, et pour faire simple, chaque pays a sa méthode. Vous voyez, à l'intérieur d'un pays, il peut y avoir des méthodes différentes qui sont appliquées à des bassins différents. Ce qui nous a amené à conduire une initiative, alors on parlait il y a quelques secondes d'un programme Interreg-MED éventuellement. Nous, on a un programme Interreg Sud-Ouest, donc sud-ouest de l'Europe, qui réunit la France, l'Espagne et le Portugal, dont l'objectif justement est d'utiliser des outils communs, ce qui permettra d'avoir des estimations sans doute plus comparables d'un pays à l'autre. Puis ça permet aussi de mutualiser un peu les efforts de recherche. Donc c'est le programme qui s'appelle Sud-Ouest. Donc vous avez là l'adresse vers la page française pour ceux qui seraient intéressés à aller plus loin. Peut-être que Elsa en reparlera un petit peu dans sa présentation aussi tout à l'heure. Donc l'idée est de fournir aux gestionnaires des outils et des méthodes qui soient communes à l'échelle de ces 3 pays pour mieux informer et contribuer à la restauration et à la conservation de l'anguille européenne. Donc des outils de gestion et d'évaluation. Donc on va notamment appliquer le modèle que je vous ai décrit en France, mais bon, ça c'était déjà le cas jusqu'à présent, mais aussi en Espagne et au Portugal. Également d'avoir une stratégie de recueil des données qui soit un peu coordonnée entre ces 3 pays et sur le long terme, avec un certain nombre de bassins pilotes. Et puis de renforcer la coopération entre les acteurs impliqués dans la gouvernance de l'anguille. Donc on a, dans le cadre de ce projet-là, outre les scientifiques aussi, des collègues plutôt de l'univers de la gestion, et puis aussi les forces de police des 3 pays qui sont impliqués notamment dans la lutte contre le braconnage de civelles, qui aussi font partie de ce panorama d'acteurs dans ce projet. Pour vous donner une petite idée des choses qu'on fait dans ce projet, donc c'est un projet on est maintenant à mi-parcours, qui a commencé il y a 1 an et demi et qui se finit dans 1 an et demi à peu près. Donc il y a des bassins pilotes, une dizaine à l'échelle des 3 pays, et la plus proche d'ici est celle de Bache-Sigean. Ce qui est symbolisé là, le gros schéma immonde avec plein de couleurs en haut à droite, c'est notre base de données, le schéma de notre base de données. Donc on réunit l'ensemble des données dans une seule et même base. Donc les données des 3 pays, ce qui est parfois un peu compliqué à faire. Donc pour la France, on a la chance, nous, d'avoir fait déjà une grande partie du travail, d'avoir une base centralisée en France.
sur les pêches, sur les obstacles, donc qui sont les deux graphiques que vous avez là, B et C, et puis les distances à la mer, on a un réseau hydrographique commun en France. Par contre, quand on va en Espagne et au Portugal, les données, notamment les données de pêche électrique et d'obstacles, sont disséminées chez tout un tas d'opérateurs, qui était un peu la situation antérieure en France. Et donc, il a fallu, dans le cadre de ce projet, qu'on aille récupérer chez différents opérateurs, les différentes provinces espagnoles, etc., les données. Et donc, ça, c'est l'état, il y a quelques semaines, mois de cela, des données qu'on peut avoir sur les données de pêche électrique et sur les données d'obstacles. Et donc, on va continuer à rassembler ces données-là et on va essayer de produire une estimation à l'échelle de ces 3 pays, de l'état des stocks d'anguilles. Voilà. Je vous remercie.